Bon, ce que je vais vous dire va s'organiser un peu toujours de la même façon, c'est-à-dire c'est sur l'histoire des sciences en général, sur l'histoire de la ville de Rennes et sur l'histoire des collections. Et puis comme je ne peux pas m'en empêcher, je vous ramènerai de temps en temps quelques bestioles pour en parler. Alors, si on reprend l'histoire des sciences, il faut quand même les remettre dans un certain contexte. Vous connaissez tous Le nom de la rose, hein, le film et le bouquin de Umberto Eco. Et ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, la science était englobée à cette époque avec la théologie, qu'elle n'était pas partagée du tout, et seuls quelques clercs pouvaient avoir, disons, accès aux choses. Alors l'Église avait un rôle qui était très très large, hein, puisque c'était un système aussi de pouvoir. Et le problème, c'est que les textes scientifiques qui pourtant existaient n'étaient pas pratiquement connus, du moins au début. Et puis, au cas où des gens auraient voulu s'éloigner de la doctrine normale, on a créé, vous voyez, en 1233 à peu près, un tribunal de l'Inquisition pour remettre les gens dans le droit chemin. On a du mal, nous, à concevoir les choses parce que nous sommes libres de tout. On a une liberté de conscience. Enfin bon, je ne sais pas ce que le débat donnera ce soir. Mais en fait, à cette époque, ce n'était pas du tout le cas. On pensait pour nous et il fallait vraiment pas s'écarter de cette pensée. Et puis, en fait, l'Église a décrété de faire des croisades, hein, comme vous le savez, pour délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem. Et ces croisades, en fait, ont changé un peu la donne, dans la mesure où les croisés ont été en contact avec des gens qui ne connaissaient pas jusque-là. Alors, c'était parfois, bien sûr, conflictuel, voire meurtrier. Mais ils ont redécouvert des écrits anciens. L'époque arabe a été absolument flamboyante. Hein, j'ai retrouvé un Ouest France de février 812. Hein, et vous voyez, c'était le Buffon arabe hein, qui présente son livre hein, chez Cheminot, hein, comme d'habitude. Hein. Et ce livre est remarquable. Ah, c'est Le Fayère ? Ah bah, Demi a des références que je n'ai pas, d'accord. Donc, cette science arabe était très, très, très développée. Et il y avait aussi une certaine liberté, puisque les écrits grecs étaient traduits par des Syriaques, par des chrétiens, hein, dans ce monde, alors que dans le monde médiéval européen, ce n'était pas possible. Au point que on avait complètement oublié en zoologie, celui qui vraiment a, disons, fait la base de la zoologie, c'est Aristote. Alors, pour nuancer les choses, hein, les traductions d'Aristote ont été en grande partie faites au Mont-Saint-Michel, hein, par des clercs du Mont-Saint-Michel, dont Jacques de Venise. Ce qui veut dire que, à une certaine époque, les croisades ont un peu tout débloqué, et on a commencé à voir un certain nombre d'ouvrages anciens. Les gens qui voulaient apprendre, les gens qui voulaient enseigner se retrouvaient, se regroupaient. C'est la base des universités. Vous voyez à peu près les époques. Alors Bologne, c'est une des premières. La Sorbonne, enfin à l'époque, disons, celle de Paris, est assez ancienne. Et en fait, il y avait une petite chose, alors que moi je regrette en tant qu'enseignant, c'est qu'à un certain jour, alors je ne sais plus, mais Demi dira peut-être si c'est le vendredi ou le samedi, les étudiants, toutes les semaines, devaient s'opposer à ce que disait l'enseignant et proposer éventuellement une autre façon de voir les choses que l'enseignant. Ce qui était, à mon avis, fabuleux, parce que ça les obligeait à réfléchir, de ne pas accepter forcément ce qu'on leur disait. C'était ce qu'on appelait la disputatio. Et en fait, ça, c'était très très bien, sauf que on faisait ça sur tous les écrits. On faisait ça sur Aristote, mais on le faisait aussi sur la Bible. On le faisait aussi sur le Nouveau Testament.
qui avait été créé à l'époque, hein, en mettant plusieurs bouts ensemble, etc. Et en fait, le problème, c'est que l'Église ne tenait pas tellement à ce que l'on discute de trop des écrits sacrés. Et certains considèrent que la date que je vous donne de 1277, c'est une date importante, parce que l'évêque de Paris en a eu assez. Alors il a essayé d'imposer qu'on ne discute plus, mais ça n'a pas marché. Puis au bout d'un moment, il a dit, bon, d'accord, il y a les écrits sacrés et il y a les autres. Les écrits sacrés, personne n'a le droit de les discuter. Maintenant, les autres, vous faites comme vous voulez. Et à partir de ce moment-là, la science, on pourrait dire, a été libre et a pu, disons, être discutée. On a pu avoir des opinions différentes, hein, et c'est le début de quelque chose. Alors, c'est un début relatif. Alors, ça, on est encore dans l'histoire des sciences. Et au XVe, XVIe siècle, on a commencé à faire des collections d'objets. Et ces collections d'objets, elles étaient parfois très importantes. Hein. Ulysse Aldrovandi, c'est un Italien qui avait, vous voyez, 16 000 pièces, c'est quelque chose de considérable. Alors, il y a c'est des sciences naturelles, mais c'est aussi des monstres, c'est des tableaux, enfin, c'est tout ce qui peut être intéressant, des pierres, enfin. Et il y a un catalogue, la plupart du temps, fait par ces gens qui avaient des cabinets de curiosité. Évidemment, le cabinet de curiosité, ce n'était pas pour le peuple, hein, c'était entre amis, comme ça. C'est un peu comme quand Demy montre ses estampes chinoises à certains. Hein. C'est du même genre, quoi. Mais il ne fallait pas s'écarter des textes sacrés. Et la preuve, Aldrovandi a décrit en long, en large et en travers le dragon. Parce que si on dit qu'on ne croit pas au dragon, ça veut dire qu'on ne croit pas au diable, et dans ce cas-là, on est hérétique, et on risque d'être brûlé. Donc il valait mieux rajouter un dragon de temps en temps. Il y a des villes du nord de la France où on a même créé des dragons, hein, en mettant des morceaux, en faisant des espèces de chimères, avec des bouts de chauve-souris, avec des bouts d'autres animaux, et on sortait le dragon en procession une fois par an. Un autre exemple, c'est deux Irlandais, hein, Lightfoot et Usher, prennent la Bible et ils essayent de voir, d'après l'âge des patriarches, quand il y a eu la création du monde. Et ils calculent ça. Création de l'homme a eu lieu le 23 octobre de 4004 avant Jésus-Christ à 9 h du matin. Non mais c'est du sérieux. Hein. Au point que quand Buffon va proposer, Buffon c'est à peu près 1750 quand il propose quelque chose. Alors lui il joue sur un système de boules métalliques de tailles différentes qui fait refroidir, et puis il se dit la Terre c'était une boule qui était sûrement en fusion, et puis si elle refroidit, logiquement elle devrait mettre un certain temps, hein, comme le fût du canon, hein, et en fait, par la taille, en essayant de voir ce que pourrait donner la Terre, il en arrive à 75 000 ans. Et dans l'histoire de la Terre, il propose cette date de 75 000 ans. Dans l'année qui suit, il est obligé, alors c'est ce qu'il disait, hein, il avoit proposer son hypothèse que comme une pure supposition philosophique. Alors à l'époque, on ne l'aurait sûrement pas brûlé, mais il a dû se rétracter. Ça ne pouvait pas être vrai puisque c'était 4004 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, 1750, hein, la pression de l'Église est difficile à réaliser maintenant. Alors on arrive à Rennes. Dans cette série des cabinets de curiosité, Christophe Paul de Robien, donc, qui était président à Mortier, alors vous voyez, il était président à 26 ans, je crois. Alors c'est une charge qu'on achetait. Après, il y avait un examen. Et puis, on était président à Mortier. Donc il fallait, bon, pas être idiot, puisqu'il y avait un petit examen devant ses pairs, mais il fallait être riche aussi. Et lui, il est passionné par l'art, il est passionné par les sciences, il est passionné par plein de choses. Et il va ramasser partout, dans les campagnes. Il va chercher aussi, il y a des gens qui vont lui ramener de partout un certain nombre de pièces, et il va se créer une collection. Alors vous connaissez sûrement l'hôtel de Robien, hein. Là, c'est une vue depuis la rue du Pont-au-Foulon. Donc, ces pièces, encore une fois, hein, non seulement il s'en occupait, mais il avait fait un catalogue, alors que vous pouvez encore trouver à la bibliothèque municipale.
Alors son catalogue est un peu compliqué pour savoir ce qu'il avait exactement comme pièce, parce que, bon, pour mettre par exemple le poisson-scie, il nous montre une dent de poisson-scie, mais en fait, est-ce qu'il avait que la dent, est-ce qu'il avait le poisson avec, on ne sait pas trop, quoi. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il avait, mais on sait à quel type d'animaux, disons, appartenaient les pièces qu'il avait. Donc il y a une dent de narval. Alors dans les collections de Robien, c'est une pièce qui est assez exceptionnelle en termes biologiques, hein, donc c'est pour ça que je vous en parle. Alors évidemment, pour tous les physiciens, hein, c'est une licorne. Hein en fait, c'est la canine d'un mâle de cétacé. Alors c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Alors c'est la gauche, hein, seulement la gauche qui se développe. Alors la nôtre, elle a 1m70, 1m80 je crois, hein, à peu près. Et ça peut atteindre 3 mètres. En plus, maintenant, bon, elle a un certain âge cette dent, mais ça peut se plier. Hein, quand la dent est fraîche, elle peut se plier. Et puis, en fait, ça va percer sa lèvre supérieure. On voit peut-être pas trop bien là. Donc ça, c'est un mâle. Hein, les mâles ont toujours la dent. Ça leur donne un côté intelligent, évidemment. Hein. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est pas encore complètement connu. On sait que c'est un organe sensoriel, très très développé, qui permet dans certains cas de localiser du krill, enfin du plancton, et dans certains cas aussi, ça lui permettrait de retrouver les femelles. Donc tout n'est pas encore bien connu là-dessus, mais c'est quand même fabuleux. Je ne sais pas si vous voyez retrouver quelqu'un avec une dent. Ouais, enfin bon. Alors, le fils, Christophe Post-Céleste de Robien, fils du président Mortier, va émigrer en 1791. Évidemment, à partir de là, on confisque ses biens. Le mobilier est vendu, les objets d'art sont conservés, les ceux de science aussi, on les met dans l'église de la Visitation. On ne la voit plus maintenant. Et puis, à l'époque, alors il y avait quand même pas mal de pièces, hein, il y avait des milliers de pièces. Et à l'époque, le gouvernement parisien, bien entendu, a une idée géniale. On va faire un musée national dans lequel il y aura toutes les pièces muséologiques de Paris et des provinces. Et puis, la ville de Rennes va s'y opposer fortement. Puis finalement, à cette époque, il y avait quand même pas mal de choses à faire. Donc le projet va avorter. Et puis on se dit que c'est dommage d'avoir toutes ces pièces et puis de ne pas en faire grand-chose. Donc vous voyez, ça c'est un bout de la place Saint-Mélène. Oui, vous reconnaissez. Hein, et ben dans le bâtiment donc, que vous avez là, et dans celui-là, eh bien, on va exposer les pièces du musée de zoologie. Il y a un conservateur qui va en faire l'inventaire. Alors c'est l'ancien évêché, hein, Jean-Pierre, toi qui connais l'histoire, hein, c'est après l'incendie, donc l'évêque a migré à Saint-Mélène. Et puis l'évêque à la Révolution, il a vraiment trop de place, donc on lui prend son évêché et puis on va y mettre les pièces. Alors si vous voyez le plan là, hein, donc vous voyez l'aile gauche et puis l'aile, disons, de face, tout ce qui va être là sera pris par des collections. C'est ouvert 3 jours par décade, sauf qu'il y a un monde fou à venir, au point qu'il faut très très vite faire des règlements, qui sont d'ailleurs assez amusants, hein, puisqu'on empêche plein de choses. Hein, les enfants non accompagnés, bien sûr. Hein, pas de femmes portant des enfants. Pas de canne, pas de bâton, pas de chien, non tenu en laisse. Donc il y a tout un tas de règles qui vont apparaître. Et puis si on se base sur le premier inventaire fini, c'est 1800 à peu près, vous voyez qu'il y a quand même 5200 objets, hein, qui sont là, présentés au public. Alors parmi ces objets, il y avait un bénitier, enfin un tridacne, mais tous les physiciens vont dire que c'est un bénitier. Et donc ce coquillage,
qui est proche finalement des bivalves qu'on connaît, hein, les moules, les huîtres, etc., est particulièrement extraordinaire. Alors on a une belle coquille hein, qui fait 60-70 cm à peu près, hein, et qui doit bien faire 80 kg. Et vous voyez, vous savez que les huîtres, par exemple, il y a un manteau, hein, ce qui est vert dedans. Enfin, elles ne le mettent pas par-dessus, elles le mettent à l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est bleu, c'est vert, c'est violet. Et c'est parce que dedans, il y a des algues. Ces algues font faire de la photosynthèse et le mollusque a des cellules qui récupèrent les petites algues qu'il y a dans son corps. Donc en fait, c'est comme s'il était une plante, il récupère ce qu'il y a dans son corps grâce à ces algues. En plus, son manteau est tout à fait particulier parce qu'il a des cellules qui lui permettent d'absorber un certain nombre de sels minéraux qu'aucun mollusque ne possède aussi. C'est bien qu'il a 3 voies pour manger, il y a un tube digestif presque normal, mais aussi il mange énormément grâce à son manteau. C'est bien que le plus gros des mollusques, il prend pratiquement pas de nourriture dans le milieu. Alors évidemment, en conséquence, vu qu'il fait ceci par photosynthèse, il ne peut pas être en profondeur. Donc tous les bénitiers sont à au maximum 5-6 mètres, hein, là où la lumière pénètre encore, autrement ils ne pourraient pas manger. Alors pour ceux qui ont lu Tintin, Demy bien sûr, vous vous souvenez que quand, je ne sais plus, c'est pas Tintin qui met le pied dans un bénitier, et puis le bénitier se referme, il ne peut plus remonter, c'est une séance atroce où tous les petits enfants pleurent. En fait, ils sont à peine ouverts, hein, donc ils s'ouvrent un peu ou très peu. Donc en fait, on ne peut pas se prendre le pied dedans, en fait. On a créé aussi une école centrale, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et cette école centrale a permis finalement de faire tout un tas de choses, puisqu'il a fallu avoir des collections pour cette école centrale aussi. Donc il y avait les instruments de physique, si je me souviens bien, il y avait des instruments, des pièces de collection aussi, sciences nat, il y avait beaucoup de choses. Mais en 1805, on ferme l'école centrale, les cours publics sont suspendus, et l'enseignement se poursuivra dans le lycée. Alors petit à petit, on va fermer l'accès au cabinet de l'histoire naturelle. Le conservateur va décéder, et puis alors après, tout va mal. En 1812, l'évêque de Rennes réclame ses locaux. On a changé de régime, en 1815, on lui donne. Et comme on ne sait pas quoi faire des collections, on va les amener dans les greniers de l'hôtel de ville. Mais alors on les met en désordre, n'importe comment, comme on peut. Toutefois, on va, au bout d'un certain temps, créer un conservateur, un poste de conservateur qui va être chargé des collections et qui va y faire attention. Et puis un peu plus tard aussi, il fera ce qui existait déjà un peu avant, un cours gratuit pour le public de minéralogie et d'histoire naturelle. Pour la petite histoire aussi, vous savez qu'il y avait un cours de botanique à l'ancien évêché, et le cours de botanique avait comme zone d'application un jardin, le jardin de l'évêché, c'est l'origine du Tabor. Et puis en 1839, on propose à toutes les villes de France de créer des facultés. Alors dans l'Ouest, Nantes dit non, Rennes dit ah oui, on veut bien une faculté. Et en 40, on crée la faculté des sciences. On a déjà un peu augmenté les collections, mais ces collections, puisqu'il y aura des enseignements, il va falloir qu'on les sépare. Donc on va faire une sélection de pièces pour les enseignements, tant pis pour elles, et puis les autres, ça restera dans les greniers de l'hôtel de ville. Alors les cours de la fac des sciences, c'est au premier étage du présidial de la mairie, l'hôtel de ville. Donc vous avez ici le cabinet du doyen, vous voyez, qui est là-haut. Le doyen à l'époque, c'est Félix Dujardin, qui est un naturaliste. Et puis vous avez, en histoire naturelle, vous avez quelques pièces qui servent donc pour les enseignements. Alors je ne sais pas si vous connaissez comment fonctionne, si vous avez déjà vu comment fonctionne un étudiant avec des pièces de collection. Donc ça veut dire qu'en relativement peu de temps, que les plus jeunes ferment leurs oreilles, en relativement peu de temps, il n'y a plus de pièces de collection, mais il y en a un plus grand nombre de morceaux.
Alors, Félix Dujardin, le premier doyen, est en fait un naturaliste assez exceptionnel. Alors, même les physiciens le reconnaissent, pour plein de raisons. D'une part, parce qu'il avait perfectionné un système visuel pour voir des animaux ou des organismes fabuleux. C'est le premier qui va découvrir que les petits parasites qu'on trouve dans les testicules, ce ne sont pas des parasites, ce sont des spermatozoïdes. Jusque-là, on croyait que c'était des parasites. Il va découvrir et dessiner tout un certain nombre de pièces qui existent encore dans les collections. Et il y en a des centaines. Et à chaque fois, il fait des dessins. Alors, ça n'arrive jamais dans les universités. Il n'y a jamais de conflit. Absolument jamais. Mais alors là, il y en a eu quand même. Il a été nommé donc en 40. Dès 41, il y a des problèmes. Alors d'une part parce que la fac n'est pas finie. D'autre part parce qu'on lui a mis un conservateur et le conservateur voulait être prof à sa place. Donc en fait, ça va très très mal se passer. Le pauvre Dujardin, au bout d'un moment, il reste chez lui pour travailler. 10 ans après, il retourne en grâce, mais c'est peu de temps avant sa mort. Donc, Alors je vous dis, ça n'existe absolument pas dans les universités. C'est vraiment le cas exceptionnel qui confirme la règle, quoi. Alors aussi, c'est une chose qu'on a dans ces collections, et notamment avec Dujardin, et je voulais vous en parler parce que vous allez voir, c'est pas terrible, c'est pas beau, mais l'histoire est tellement fabuleuse que... Alors, pour les physiciens, ça c'est un mouton. Et dans le corps de certains moutons, vous avez ce qu'on appelle la petite douve. C'est un ver parasite, un peu spécial, qui se nourrit de la bile du mouton. Et puis, il va excréter des petits œufs. Bon, dans les excréments, c'est tout à fait normal. Et puis, il y a des escargots qui peuvent passer, des limaces. Et puis, ces escargots, ces limaces, ils mangent ce qu'ils trouvent, y compris ces œufs-là. Et à partir de ce moment-là, l'escargot dans son corps, l'œuf va se développer et va donner une multiplication de tout un tas d'organismes à partir d'un seul. Il va refaire une multiplication. Et ces petits organismes vont sortir du tube digestif de l'escargot. Ils vont rester au sol, entourés de mucus. Évidemment, les fourmis, tout ce qui pourrait se manger, elles le mangent. Et une fourmi qui mange un de ces vers parasites, elle devient complètement spéciale. Elle a des problèmes de mandibule, elle a des crampes en gros. Et parce qu'elle a ce petit organisme qui s'est transformé, qui s'est enquisté au niveau du système nerveux. Oui, c'est pas très ragoûtant. Et les fourmis, qu'est-ce qu'elles deviennent? Elles deviennent complètement folles, elles grimpent sur les herbes, elles mordent les herbes, elles ne bougent plus. Et vous en avez peut-être vu parfois, on voit de temps en temps dans certaines zones, on voit des animaux comme ça en haut des herbes. Alors souvent ce sont des champignons parasites, mais parfois c'est aussi ce ver-là. Évidemment, le seul endroit où un mouton peut s'infester, c'est en haut des herbes. Donc vous voyez, c'est une histoire totalement fabuleuse. Et cette histoire fabuleuse, on peut la raconter à partir des collections où il y a des bocaux, c'est pas beau. Les bêtes ne sont pas spécialement belles, mais l'histoire est tellement extraordinaire que ça vaut vraiment le coup de la raconter. Alors, la municipalité s'est engagée à créer un nouveau disons, bâtiment pour héberger les facultés. Alors, il y a aussi une école de médecine à l'époque. Et on va créer donc le palais universitaire. Vous voyez, c'est l'actuel musée des Beaux-Arts, que vous connaissez tous. Et dans ce palais universitaire, au tout début, vers 1855, il va y avoir une petite partie des collections. Donc cette partie des collections est liée un peu à la fac des sciences, mais c'est ce qui reste, donc il n'y a pas grand-chose. Et ce qui va se passer, c'est qu'en 1860, il y a une société des sciences physiques naturelles et naturelles du département d'Ille-et-Vilaine qui va se créer. Elle est d'un dynamisme totalement fou et elle va regrouper des collections, en acheter. Comme on ne prête qu'aux riches, il est évident que tous les scientifiques des environs vont donner des collections.
Et ça va donner des collections fabuleuses. Entre autres, Oberthur, hein, enfin Charles, celui qui collectionnait les papillons, a donné quelques papillons alors que finalement sa collection a été vendue après, hein, à Londres. Mais il en avait donné au musée. Alors il y a tout un tas de collections d'oiseaux, hein. Il doit y avoir 1500 oiseaux qui ont été achetés. Enfin, il y a des choses fabuleuses qui datent de cette époque-là et qui tiennent à cette société. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va changer un peu l'organisation du palais universitaire. Et vous voyez que vers le haut, toutes les collections de zoologie ont pris beaucoup plus de place. Hein. Et puis, ça devient un musée qui est très important. Vous voyez, avec des pièces qu'on connaît encore. Hein, l'ours, en ce moment, il est à la Bintinay. Hein, c'est quoi déjà? C'est la ménagerie Bidel. Hein. L'Oslo est là. Si on parle encore des animaux qu'il y a, vous avez pléthore de papillons. Alors, je voulais vous parler de cela parce que, pour faire plaisir aux physiciens, puisque les couleurs qu'ils ont sont des couleurs par interférence. Hein, donc, c'est des superbes couleurs. Ça ne tient pas aux physiciens, ça tient au phénomène. Hein. Et en fait, moi, ça m'a toujours intrigué de voir ces papillons comme ça. Alors aussi, j'ai mon petit couplet sexiste forcément. Donc là, vous avez un garçon et là, vous avez une fille. Je ne ferai pas de commentaires. Hein. Mais en fait, c'est une chose que j'ai découvert en Guyane, c'est qu'un papillon qui brille, ouais, c'est banal. Sauf qu'un papillon qui vole, ça fait ça. Donc, dans la forêt, où vous voyez un éclair bleu, plus rien. Un éclair bleu, plus rien. Je vous promets que ça se voit tout de suite. Hein, et c'est donc une adaptation qui est particulièrement intéressante et qui permet donc, là, aux deux sexes de se retrouver. Alors vous savez que chez les papillons de nuit, ils se retrouvent à l'odeur, hein, les femelles émettant une odeur, et les mâles peuvent les trouver à plusieurs kilomètres. Si on les met à notre échelle, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Hein. Mais chez ceux-là, c'est visuel. Enfin, les femelles doivent sortir très fort, hein, quand même. Je ne pouvais pas m'empêcher de faire ça. Alors, la fac de sciences, elle a été trop petite dans l'hôtel de ville, elle a été trop petite au palais universitaire, il y a trop d'étudiants, et puis il va falloir reconstruire quelque chose. Alors ça, vous connaissez tous ce dessin, hein, qui est une superposition des plans de 1830 et 1855. Donc en jaune, là vous avez le palais universitaire, donc vous voyez qu'avant, en 1830, il était dans l'eau. Donc on a recanalisé la Vilaine, et vous voyez tout ce qu'il y avait. L'avenue Janvier, vous voyez, c'était une belle rivière. Vous comprenez pourquoi le tunnelier, il a eu des petits trous. Et puis on va reconstruire là, au quai des Viarmes, hein, une faculté des sciences qui devrait théoriquement suffire pour tout le monde. L'histoire nous dit que, en fait, ça n'a pas suffi. Et puis, donc vous aviez, pas très très loin, donc le palais universitaire et puis la nouvelle fac Pasteur. En fait, dans la nouvelle fac Pasteur, on n'arrive même pas à mettre toutes les pièces de collection, donc on va les laisser au palais universitaire, si bien que les étudiants ne les verront pas. Dans la nuit du 3 au 4 août 1944, les Allemands plastiquent les ponts. Et les ponts, ces ponts, alors là, on est de l'autre côté. Hein, le palais universitaire est de mon côté, la Vilaine est entre les deux. Hein, puis ce bâtiment est abîmé, mais le palais universitaire a été abîmé aussi. Si bien que les collections de zoologie n'ont plus de toit, enfin, c'est pas très sain. Donc on va faire ce qu'on peut avec les collections. On va en donner au lycée, au collège du coin. On va en donner à la fac de sciences. On ne sait pas quoi en faire, on les met dans les sous-sols. Et puis au bout d'un certain temps, on va aménager donc deux parties de la fac Pasteur, avec, vous voyez en haut, donc des oiseaux et l'anatomie comparée, c'est-à-dire les grands squelettes, etc.
En fait, toutes ces pièces sont fermées au public. Alors là, ça tient au directeur du service, qui à l'époque ne voulait pas qu'on y touche. Alors vous savez que la lumière, bon, c'est néfaste pour les animaux en pot, ce qu'on oubliera très vite d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure. Et puis, donc tout était fermé, et aucun étudiant ne rentrait là-dedans, seulement quelques assistants de temps en temps avaient le droit de rentrer, il fallait mettre des patins, c'était vraiment une pièce complètement cachée. Donc les collections existent, mais personne ne les voit. Ouais, c'était l'aspect, puisque c'était bien sombre. Alors au passage, on récupère de nouvelles pièces. J'avoue que je suis un peu responsable. Donc certains d'entre vous connaissent le loup du musée, et la légende du loup du musée, que c'est le dernier loup abattu en Bretagne. Alors évidemment, quand je dis ça à un physicien, ça marche. Mais je vais rétablir la vérité aujourd'hui. Il ne faut pas filmer. Hein. En fait, c'est pas ce loup-là qui est le dernier abattu en Bretagne. Et d'ailleurs, celui qu'on a abattu en Bretagne, c'est 1917. On n'est pas sûr que ce soit un loup. Il ressemble beaucoup, mais on n'est pas sûr. Ceci dit, ça n'a rien d'extraordinaire. En ce moment, très vraisemblablement, il y a des loups qui se baladent en Bretagne. Ils sont errants. On les voit de temps en temps. Parfois, on les photographie. On les tire plus, c'est tout. Hein, mais il y en a dans toute la France, y compris en Bretagne. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors, ce loup, par contre... il peut nous permettre de raconter plein de choses, notamment sur les sociétés de loups. Vous voyez, quand on voit le loup qui montre les dents, ça veut dire quelque chose. Il n'est pas content. Il est agressif, mais il est agressif parce qu'il va attaquer, ou il est agressif pourquoi? Et en fait, si on regarde la queue, en fait, elle est comme ça. Et il est agressif parce qu'il a peur. Alors quand j'ai dit ça à mon petit-fils, il était tout content parce qu'il avait peur du loup, mais depuis qu'il savait que le loup, finalement, lui-même avait peur, donc il s'est senti plus à l'aise. Donc vous voyez qu'à partir d'une pièce, on peut raconter plein d'histoires fabuleuses. Et le but de ces objets, justement, c'est de raconter des histoires sur la vie. Alors, le campus de Beaulieu va ouvrir, et puis on va ramener les collections sur le campus. Alors, malheureusement, c'est un peu sombre, on ne voit pas. Donc, il y a un bâtiment, qui est le bâtiment 13, de sinistre mémoire, puisque, enfin, pour certains, vous savez qu'il y a eu tout un tas d'histoires dans ce bâtiment, dans lequel j'étais d'ailleurs. Et on ne le voit pas bien, mais en bas, là, vous aviez exposition sud, des grandes baies vitrées, plus petites qu'ici quand même, mais ça faisait 2 étages. Et on avait prévu de mettre en plein soleil, derrière ces baies vitrées, tous les animaux en pot. Donc ça veut dire qu'ils étaient condamnés à mort en très peu de temps. Donc ce qui s'est passé, c'est que le responsable du service a refusé de les mettre là. L'ennui, c'est qu'il fallait les mettre quelque part puisqu'on débarrassait Pasteur. Alors on les a mis un peu n'importe où. On en a mis au premier cycle à cet endroit-là, ce qui se révélera très embêtant parce que les toits plats fuient, donc l'eau tombait sur les animaux en pot. On en a mis là. Et ça, c'est le début de quelque chose, c'est-à-dire c'est entre des salles de travaux pratiques, et du coup, ça permettait un accès aux étudiants. Alors évidemment, le responsable du service, il va tout de suite râler pour qu'on fasse quelque chose, et heureusement, le recteur lui promet en 69 qu'on va faire un musée. 1969, hein, bon. Et puis, il y a eu d'autres, vous connaissez peut-être Michel Nuzimovici, hein, qui a mené un projet Masure, alors c'était Maison des sciences de l'Université de Rennes, qui a presque finalement réussi, mais qui n'a quand même pas réussi. Et puis, il y a un début de quelque chose avec la ville de Rennes. Moi j'étais petit assistant, le petit dernier, donc mon patron il m'aimait bien. Donc il me laissait faire certaines choses. Et je voulais que les collections, on les sorte parce qu'elles étaient dans un état absolument déplorable. Et donc en 1979, après plusieurs années où je tarabustais, il a accepté que j'aille voir des gens de la ville de Rennes pour qu'ils fassent quelque chose. Alors à l'époque, ça commençait plutôt par retirer les parasites.
Hein, il y a eu le service d'ératisation qui est venu, on a mis tout un tas de produits toxiques. Alors bêtement, on n'a pas pensé que si les étudiants étaient là, on pouvait aussi faire de la sélection, mais en fait, on l'a fait pendant les vacances. Alors bon, donc il y a eu ça, et puis après, je me souviens, en 82, on me téléphone de la mairie, et puis on me dit « Ah, il y a le ministère de la Culture qui a donné des moyens pour faire une étude d'un musée ou de faire quelque chose. » Alors je dis « Chic. Qui va pouvoir faire ça? Il faut que vous trouviez quelqu'un parmi les étudiants. Alors je cherche. Puis au bout d'un moment, on dit « Ah non, la culture nous donne quelqu'un. Hein, » c'est un dénommé Bernard Béret, hein, qui va faire son rapport. Donc je vois donc Bernard Béret. On discute de tout, et puis pour vendre le musée, vous voyez, il y a tous ces scientifiques, zoologistes extraordinaires qui pourraient raconter plein de choses, etc. Ils trouvent que l'idée est très intéressante. L'ennui, c'est qu'à cette époque, on crée des CCSTI partout, et on va créer un CCSTI à Rennes, et puis il me dit, bah ouais, mais pour les collections, je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire. Donc ce projet issu, finalement, des collections, a donné au moins le CCSTI, ce qui est quand même quelque chose de, disons, positif. Alors, quand cette structure a été créée, évidemment, on a embrayé. Donc, on a fait un certain nombre d'expositions. Alors, il y en a eu au début à la Maison de la Culture. Et puis, quand la Maison de la Culture ne faisait plus d'expositions scientifiques, on les a fait alors, à la DRAE, sur les araignées. C'est un sujet passionnant. Hein. Sur les origines de la vie. Animal, c'était aussi pour montrer tout un tas de pièces et puis raconter des histoires. Il y a eu des animaux, des plantes. On en a fait une à l'Espace Ouest France aussi. Donc il y a eu tout un tas de collections, d'expositions qui ont fait connaître ces collections. Évidemment, à chaque fois, ça demande un petit peu d'activité. Hein. Alors après, il y a eu un certain nombre de projets aussi. Alors, c'est Jacques Roland qui pourra s'en souvenir. C'est lui qui m'avait recommandé. On pourra aménager les sous-sols du bâtiment 3-4. Donc, on a fait, évidemment, on a été voir des architectes, on a essayé de savoir combien ça coûtait, etc., etc. Et là-dessus, le président, à l'époque, c'était Jacques L'Enfant. Et il me dit, écoute, on va voir Claude Champeau, parce que lui, il sait au moins comment on pourrait faire pour financer ça. Et Claude Champeau, très doctement, dit... Vous savez, les politiques aiment bien les bâtiments neufs. Bon, on a compris, on a reçu le message. Donc on s'est dit, il faut trouver un bâtiment neuf. Alors on a envisagé le musée de Beaulieu. Il se trouve qu'à l'époque, on avait obtenu du ministère de l'Éducation nationale aussi des subsides pour faire quelque chose. Donc ça a permis à un architecte de prévoir un musée qui aurait été à cet endroit-là, donc à l'entrée du campus, par là. L'entrée nord. Hein. Et puis là-dessus, Jacques L'Enfant voit, je ne sais plus comment s'appelait le responsable de la région, enfin peu importe, il le voit qui lui dit, du département, pardon, qui lui dit la bibliothèque départementale risque on va la faire partir, donc ce sera une bonne idée d'y mettre quelque chose. Si vous avez des idées, Jacques L'Enfant dit un musée. Donc on est tombé sur la directrice de la bibliothèque pour lui dire « Bon voilà, on voudrait aménager pour faire un musée, etc. » Elle était un peu surprise. On a encore une fois financé, grâce à des subsides, les études. Et puis finalement, ça n'a pas marché. À une certaine époque aussi, on a repris, à la suite, alors on reviendra un peu là-dessus, Demy était déjà dans le coup. Donc, alors je vous présente ça comme une saga des collections de zoologie, mais il est évident que dans ces projets, c'était des projets qui étaient devenus globaux, il n'y avait pas que la zoologie. Hein, on mettait les sciences naturelles, on mettait un peu tout. Hein, le portail des sciences, c'est pratiquement toutes les sciences du campus de Beaulieu qu'on pensait mettre. Et puis ça a succédé. Après, on a eu l'Arche des sciences. Et puis, dernière en date, on s'est lié à un projet d'archéologie. Ça devait se faire, c'était absolument certain que ça devait se faire, et puis finalement, ça ne s'est pas fait.
Donc vous voyez, ça date de 2010. Alors à chaque fois, notre dossier devenait vraiment très très conséquent, hein, au point que c'est même un cabinet, disons, parisien, Aubry et Guiguet, qui avait fait le dernier dossier, qui était vraiment très très important. Enfin, c'est pas pour ça qu'on devient musée. Alors, sur les collections d'une université, il y a plein de choses à dire. La première chose, c'est que un musée dans une université, c'est pas un musée sans recherche. Et à partir de là, il y a des collections qui sont vivantes, c'est-à-dire des collections qui servent à la recherche, qui progressent, qui évoluent. De temps en temps, ces collections, il n'y a plus personne et il faut les garder. Hein, bon, je n'ai pas d'exemple en zoologie, mais en botanique sur les lichens, hein, si on n'avait pas gardé les lichens, certains n'auraient pas pu relancer des recherches sur les lichens parce que ces collections auraient disparu. Donc on a gardé plein de collections. Et là, je tiens à vous montrer ce collègue qui est Jean-Claude Beaucournu, qui a une collection, alors c'est un médecin, et il a une collection de puces. Vous voyez les puces? Et bah quoi, demi, il voit. Donc, en fait, il y a 2700 espèces dans le monde, et ben lui, il en a 400. 400 avec des types, c'est-à-dire c'est les premiers spécimens qu'on a décrits, c'est-à-dire c'est lui en général qui les a décrits. Donc c'est le plus grand spécialiste au monde de puces, et l'université de Rennes a la plus grande collection de puces. Je pense qu'il faudra un badge pour le président, hein. Nous avons la plus belle collection de puces, je crois que ça devrait se faire. Alors dans la recherche aussi, on utilise ces collections pour la biodiversité. Hein, donc il y a un Institut national du patrimoine naturel avec lequel on travaille. Hein, alors au passage, voilà une petite mygale de Bretagne. Alors là on voit pas, mais il y en a pratiquement dans toute la France. Vous savez qu'il y a des mygales en Bretagne. Ouais, enfin elles sont mignonnes comme tout, hein, et elles mentent pas. Enfin quoique. Non mais sérieusement, ce sont des animaux. Le mâle ne sort qu'à une petite période de l'année, toute petite, qui est en décembre. Exceptionnellement au mois de mai. La femelle, elle est assez grosse, elle peut mordre. Je me balade avec des étudiants à Pimpon un jour, et il y a un étudiant qui me dit « Ah, je viens de me faire mordre par une mygale !» Vous avez peut-être remarqué que j'avais tendance à me moquer un peu. Ah, je ne l'ai pas raté. Et puis je lui dis « Bah montre, parce que quand même... » Et il ouvre la main, et dans sa main, il avait un mâle de mygale. Comme il avait refermé la main, il s'était fait mordre. Donc vous voyez, l'improbable arrive quand même de temps en temps. Donc nous travaillons avec l'Institut du patrimoine naturel. Il y a des programmes qui sont en place avec la région, avec le département. Donc les collections sont vivantes, hein, parce qu'il y a des références et qu'on les a, et que peut-être qu'elles seront mortes un jour. Il n'y aura plus que les bocaux avec les bestioles, mais bon, elles existent. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que... Alors, vous ne connaissez peut-être pas le système des musées de France, mais tout ce qui est musée de France, ça veut dire que c'est principalement des œuvres d'art. Une œuvre d'art, ça doit se respecter, on ne doit pas y toucher, on ne doit pas l'abîmer, etc. Bah oui, mais les collections scientifiques, dès qu'on y touche, hein, même le matériel de physique de Domy, je me souviens un moment, qu'on avait dit à la personne de la DRAC, Evelyne Schmidt, qu'on lui avait dit que Domy allait utiliser le lanceur de Foucault. Elle dit « Ah, mais vous allez l'abîmer !» Bah oui, d'accord, mais on ne peut rien montrer dans ce cas-là. Hein, donc, c'est compliqué. Hein. Dès que voilà, ce pauvre manchot, là, il va de temps en temps sur les tables pour les étudiants. Il est évident que quand on le déplace, de temps en temps, il y a des plumes qui tombent. Mais d'un autre côté, il y a des générations d'étudiants qui ont découvert les manchots. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance de connaître les manchots. Enfin, je ne sais pas. C'est fondamental, quoi. Hein. Donc... il faut faire vivre ces collections, mais on sait que quand on les fait vivre, on les tue aussi. Alors, on a eu tout un tas de gens. Alors, il y a des collègues. Je pense en particulier à un, avec qui on a remis en état la galerie, justement cette galerie-là. Lui poussant, on avait mis l'éléphant sur des roulettes, la girafe sur des roulettes. Moi, je tirais avec une corde, lui poussait, et on a refait cette espèce d'arche-là. On a eu, à une époque, c'était les objecteurs de conscience. Il y en a plusieurs qui ont travaillé, hein, qui ont fait des inventaires, qui ont fait tout un tas de choses.
On a eu des CES, on a eu beaucoup d'étudiants qui ont travaillé aussi sur ces collections. On a eu des aides financières, la direction des musées, donc au ministère. On a eu aussi de la ville de Rennes Métropole. Alors évidemment, on avait des gens bien placés qui nous ont aidés particulièrement. Les présidents de l'université ont presque toujours été parfaits. Et par contre, dans la municipalité, j'avoue que c'est surtout Edmond Hervé qui nous a le plus aidés. Alors je vais faire pleurer Demi. Un jour, Edmond Hervé, c'était à la fin de son mandat, passe à l'université. Détendu comme c'est pas possible, il plaisantait, je ne sais pas si vous connaissez le personnage, vous l'avez peut-être pas souvent vu plaisanter. Il donnait des coups de coude, enfin, c'est vraiment exceptionnel. Et à la fin, on passe au bureau du président, je ne citerai pas le président, et il lui dit « Vous me demandez ce que vous voulez, mais faites-le vite avant qu'on fasse la deuxième ligne de métro, parce qu'après, on n'aura plus beaucoup de moyens. » Et à ce moment-là, le président lui dit « Oui, je ne sais pas quelles sont nos priorités. » C'est la seule fois où j'ai failli étrangler un président. Alors, ce que vous voyez aussi, c'est une chose qui est intéressante et que vous ne verrez pas dans des musées traditionnels. Vous avez ici quelqu'un qui est en train de, vous voyez, de jauger ou de tir à l'arc, on ne sait pas trop. En fait, tient un falon de baleine. Donc, quand vous avez un falon de baleine dans la main et que vous le tenez comme ça, vous voyez quelle est la hauteur d'une baleine. Donc vous pouvez dire, bah ouais, mais ça va tenir toute la pièce. Vous pouvez raconter tout un tas de choses, parce que les gens le voient et peuvent le toucher. Hein, enfin, une fois, c'est le Rotary Club qui visite, et je ne sais plus ce que j'avais un crâne de gorille dans la main, je racontais une histoire sur le gorille, et à un moment, je regarde en face de moi, et les gens du Rotary, il y en a plusieurs qui étaient là, et ils y croyaient, ils voyaient le gorille. Et ça, vous ne l'avez pas dans les musées habituels, parce que vous pouvez le toucher. Toutes ces pièces-là, elles sont juste devant vous. Vous les avez directement, quoi. Alors, évidemment, on est aussi opportuniste. Hein, on a fait des achats, il y a eu des dons, il y a eu des récupérations, il y a eu des restaurations, il y a eu plein de choses. Hein, moi, le plus amusant, c'est celui-là, je trouve, parce que c'est les antilopes. Il y a toute une série d'antilopes. Et c'est simplement parce qu'on avait un petit budget musée. Et pour une raison qui m'échappe, on était passé d'un système de TVA à un autre. Donc, en fin d'année, je dis, oh, bah, tiens, de toute façon, on n'a plus de sous. Et puis on me dit, bah si, parce qu'on a changé le système de TVA, donc il reste de l'argent. Et là-dessus, un collègue me dit, bah, il va y avoir une vente aux enchères au musée de Quai Briac. Bon, d'accord. Si vous connaissez Morissette Barbodette, je vais voir Morissette, et puis j'ai dit, bah, en fait, il faudrait qu'on achète ça, si on peut l'acheter, mais une vente aux enchères, il faut que l'argent soit donné le lendemain. Alors, je suis sûr que l'université ne peut pas le faire. Et Morissette, comment ça, elle ne peut pas le faire? Et grâce à ça, bah, on a eu, justement, on a pu acheter ça, hein, ces antilopes, parce qu'en fait, les architectes d'intérieur achetaient des pièces du type élan, enfin des pièces gigantesques, quoi. Puis quand ils avaient une antilope comme ça, ils ne savaient pas quoi en faire. Donc, on la mettait aux enchères, et puis après, c'était... alors on a dit 5 000 francs, bon, allez, 3 000 francs. Et au bout d'un moment, j'avais bien l'habitude, donc j'attendais un peu. Et puis on a ramassé tout ça pour une somme dérisoire. Il y avait des taxidermistes qui étaient là, qui ont dit, mais c'est même pas le prix de la taxidermie, quoi. Alors, depuis ces époques de Beaulieu, il y a une prise en compte des collections qui me paraît évidente, pas seulement en zoologie, sur tous les secteurs, et le personnel de l'université le sait. Alors qu'avant, ce n'était pas si évident que ça. Hein. Je crois qu'on a passé quelque chose de bien, là. Il y a un service culture, avec de la culture scientifique dedans, donc ça veut dire que c'est structuré administrativement. Il y a un personnel qui est stable, il y a des postes, enthousiastes, enfin pour certains. Hein, Et puis j'espère qu'il y aura de nouveaux projets. Voilà.